Chers amoureux de Blender, bonjour! Soyez bienvenus dans cette première vidéo de la fabrique d'univers. Mais avant de lancer le tuto, laissez-moi vous présenter le concept. À partir d'aujourd'hui, nous diffuserons une vidéo par semaine. Lors de cette première saison, on se concentrera sur Blender 3D. Au programme, nous parlerons de l'interface du logiciel, nous réaliserons des modélisations et animations 3D, de décors et de personnages, et nous verrons également la conception et l'animation 2D avec le Grease Pencil. Alors, commençons sans perdre de temps avec l'interface de Blender. Voilà donc l'interface de Blender. On y trouve les outils qui permettent de déplacer, transformer, modéliser ou sculpter un objet 3D, les menus de mode qui vont nous permettre de passer d'un mode à un autre, les manipulateurs qui déterminent la façon de déplacer les objets, leur axe de rotation, point de pivot, etc. On retrouvera également dans cette section la vue des objets. Alors dans cette vue, on pourra notamment afficher ou non les textures ou les matériels. On trouve ensuite la hiérarchie de notre scène. Dans cette fenêtre, on a notamment les différents objets que nous allons pouvoir créer. On retrouve en dessous les menus contextuels. Alors c'est ici qu'on retrouve ce qui permet de gérer toutes les options concernant les objets, le background, le fond de la scène, ou tout ce qui va concerner les modifieurs, les contraintes qu'on pourra appliquer, ou encore les matériels, textures, etc. On trouve en bas la timeline, donc dans cette fenêtre on représente la durée de l'animation, on y placera notamment des images clés pour faire se mouvoir nos objets. Et pour finir, au centre de la scène, on retrouve une fenêtre qui est l'espace de travail. L'espace de travail. C'est ici qu'on peut manipuler et visualiser tous les objets de la scène. À l'ouverture d'un nouveau projet, Blender ajoute automatiquement plusieurs objets de base. On a d'abord ici au centre un cube, qui est un objet solide servant de base à la modélisation ou à la sculpture, car il contient un maillage. On a ensuite une caméra, qui permet de filmer ou photographier une scène en rendu final. Et nous avons une source lumineuse, qui va imiter une source existante de la réalité, soleil, zone, lampe, etc. Et celle-ci permet d'adapter au mieux la luminosité du rendu au contexte de la scène. Ici, nous disposons d'un point. Blender étant un logiciel en 3 dimensions, il considère 3 axes. Ici, on retrouve l'axe des X en rouge, l'axe des Y en vert, et on pourra afficher l'axe des Z en bleu, à l'aide de ce menu. On trouve également une représentation de nos axes ici. Les déplacements dans la scène peuvent s'opérer à l'aide du clic-molette. On utilisera clic-molette pour tourner et Shift plus clic-molette pour se déplacer de gauche à droite et de haut en bas. On pourra sélectionner un objet en cliquant dessus pour le supprimer à l'aide de la touche Sup ou X. Pour ajouter un nouvel objet, on pourra utiliser le menu Add en haut à gauche de notre fenêtre, un mesh, une curve, surface, une lumière, une caméra, etc., etc. On peut également, pour ouvrir ce menu Add, utiliser le raccourci Shift A en ayant le curseur de souris dans notre espace de travail. Les outils situés à gauche de notre espace de travail vont nous permettre de manipuler, modifier des objets de la scène et ils varieront en fonction du mode qu'on choisira. Exemple, ici en mode objet on dispose de 9 outils, mais si nous allons en mode edit, ajoutons un objet dans notre scène, Shift A, Mesh, Cube, et passons ici en mode Edit. On constate que les outils se sont multipliés. Présentons-les. Le premier, le Select Box, permet de sélectionner un mesh, un objet, des faces, des arêtes ou encore des points, à l'aide notamment du pointeur de la souris. Il peut être décliné en différents types de sélections à l'aide de la petite flèche en bas à droite de l'outil. Ensuite, on retrouvera le déplacement de curseur. Celui-ci permet de placer le curseur 3D que l'on retrouve ici au centre
où l'on souhaite dans la scène. Pour le ramener au centre, on utilisera le raccourci Shift-C. On retrouvera ensuite l'outil de déplacement. Celui-ci nous permet de déplacer notre objet, nos faces ou nos points sur les différents axes. Z, Y, X, ou les trois à la fois. Le raccourci pour utiliser cet outil est la touche G. On ajoutera une touche d'axe si on veut limiter le déplacement à cet axe. Et on le déposera d'un clic. On retrouve ensuite l'outil de rotation. Celui-ci permet de faire pivoter notre objet. Son raccourci est la touche R, à laquelle on ajoutera les différents axes selon ce que l'on désire réaliser. On retrouve ensuite l'outil de Scale, qui permettra d'étirer des points, des faces et des segments. De la même manière, il fonctionne sur les trois axes, et son raccourci est S, couplé à un axe, si besoin. Ici, on retrouvera l'outil Transform, qui est un outil cumulatif. Il cumule à lui seul les trois outils précédemment présentés. Présentons ensuite l'extrusion, qui permettra d'extruder une face, par exemple. Le raccourci est E. On retrouve également l'insertion de face. Si je sélectionne une face, je peux y insérer une face. Je peux également le faire sur plusieurs faces. Le raccourci pour cette insertion est I. On a ensuite le bevel, qui permettra quant à lui de créer des bords. On pourra ajouter des sections pour arrondir par exemple avec la molette de la souris. Le raccourci du bevel est CTRL B. Je vous ai présenté les outils les plus utilisés. Quant aux autres, je vous invite à les essayer et à les découvrir dans nos prochains tutoriels. La sélection des modes s'opère dans le menu déroulant situé en haut à gauche de notre espace de travail. Ces modes différeront en fonction de l'objet sélectionné. Une caméra ne disposera que du mode objet. Un objet avec maillage disposera de 6 modes. Le mode objet, Edit, Sculpt, Vertex Paint, Wake Paint ou Texture Paint. Pour un maillage, le mode objet concernera l'intégralité de l'objet. Je ne pourrai pas modéliser, modifier une face. Si je passe en Edit Mode, je pourrai modifier ces faces séparément. J'acquiers même la possibilité de ne sélectionner que les segments, pour n'intervenir que sur ceux-ci, ou que les points. En haut, au centre de l'espace de travail, on retrouve un menu qui permet de choisir notamment comment vont s'appliquer nos différents déplacements. Ici, par exemple, je suis en déplacement global. Si je clique dessus, je me rends compte que j'ai plusieurs autres types de déplacements. Local, normal, gimbal, view ou par rapport au 3D cursor. Si je sélectionne cette face en global, je pourrais la déplacer sur les axes tels qu'ils sont dans notre scène. Si je passe en normal, cette fois, la direction suivra la normale de notre objet. La normale est une ligne imaginaire qui part de notre objet et qui est surtout perpendiculaire à lui. Si je veux afficher les normales, je peux me rendre dans le menu ici une nouvelle fois et utiliser ceci. On constate que notre outil est aligné avec cette normale. Ici au centre, on retrouvera une autre manière de pouvoir faire se déplacer différemment nos objets. Ici, on est en median point, c'est-à-dire que nos faces vont prendre le point
centrale pour pouvoir effectuer l'opération que nous leur demanderons. Et par exemple avec un rescale, on constate que notre objet a grandi par rapport à son centre. Si maintenant je passe en Individual Origin, cette fois, les faces grandissent par rapport à leur centre à elles, non plus par rapport au point d'origine. Ici, on retrouvera le magnétisme, qui permettra de déplacer mathématiquement notre objet. Et ici, on retrouvera la proportionnelle. C'est-à-dire que si je fais grandir cette face, je pourrai choisir d'influencer le reste de mon objet ou non à l'aide de la molette, en réglant le cercle d'influence. Les différents types de vues disponibles le sont à l'aide des 4 icônes présentes en haut à droite de l'espace de travail, ou à l'aide du raccourci Z du clavier. Ces vues permettent d'afficher notre espace de travail de différentes manières. On a ici en premier la vue Wireframe. On y voit que cette case est active, c'est la case rayon X qui permet de voir à travers l'objet. Le Wireframe n'affichera que les arêtes de notre objet. Ensuite, nous avons la vue solide. Dans celle-ci, on aura des vues de notre objet sans matériel, sans texture. On pourra activer le mode rayon X pour voir à travers l'objet. Ici, on a la vue Shading, qui est celle où on pourra avoir des matériels et des textures. Et pour finir, nous avons la vue Rendu, qui sera la vue avec la lumière active. Sur la droite, ici, nous retrouverons la hiérarchie de notre scène. Elle nous donne la visibilité sur l'ensemble des éléments de la scène et permet leur sélection indépendante ou groupée. Chaque élément ajouté prendra place dans la hiérarchie. On pourra le faire apparaître ou disparaître facilement à l'aide du petit œil situé à côté de lui. Ici, il s'agira de le faire disparaître du rendu. On peut afficher ces différents icônes à l'aide du petit menu situé ici en haut. Les éléments contenant d'autres éléments, à l'instar du cube, peuvent être déployés afin de constater ici qu'on retrouvera son mesh et les différents matériels qui sont appliqués sur ses faces. Les menus contextuels sont disponibles en bas à droite de la fenêtre générale de Blender. Ils donnent accès aux options fines des éléments de la scène tels que l'ajout de matériel, de textures, de shaders, les réglages de rendu, etc. Je vais ici vous présenter les menus les plus employés pour nous dans nos tutoriels. Quant aux autres, nous les découvrirons occasionnellement dans nos autres vidéos. Je vous invite donc à les découvrir par vous-même en les testant. Commençons avec le menu du rendu. Ici, on pourra régler le type de moteur de rendu que l'on souhaite utiliser pour sortir notre résultat final. Eevee est le plus rapide, il est un peu moins joli que l'historique qui est cycle et qui permet de sortir des vidéos très belles mais qui est particulièrement lent. Et on a le Workbench qui permet de limiter ce que l'on sort afin d'aller très vite pour analyser une animation. C'est également dans ce menu qu'on gérera une partie des options de post-processing de notre vidéo. On retrouve également le menu d'Output. Il permettra de régler les dimensions de notre image de sortie ainsi que sa qualité. Ici, on retrouvera le nombre de frames que l'on veut sur notre animation. Et ici, on retrouvera dans l'output la possibilité d'aller stocker notre vidéo, la titrer, mais également de choisir son format de sortie et de gérer quelques options comme le fait qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur, sa compression, etc. On a ensuite le menu World ici qui permettra de gérer le fond de notre image. Par exemple, je passe ici en vue de rendu, je vais pouvoir changer sa couleur.
On pourra également y appliquer des shaders qui permettront d'afficher des choses différentes, des dégradés de couleurs, des fonds images par exemple, etc., etc. Ensuite, nous avons le menu contextuel de l'objet, dans lequel on retrouvera notamment son transform, qui nous indiquera sa position dans l'espace sur les différents axes, sa rotation, ainsi que sa scale. Ici, on retrouvera le menu des modifieurs qui permettra d'ajouter un certain nombre de modifieurs à nos objets. Le array qui permettra de le multiplier en ligne ou sur une courbe, le mirror qui permettra, lui, de modéliser en miroir, très utile pour tout ce qui sera symétrique, etc., etc. Ici, on retrouve le menu des particules qui permettra d'ajouter des particules au besoin. Particules explosives, particules de cheveux, etc. Ici, on retrouve le menu des contraintes. À l'instar des modifieurs, elles permettront d'effectuer automatiquement certaines actions sur notre objet, comme le fait de relier un objet à une cible, ce qui permet d'avoir par exemple plusieurs objets sur une cible afin de les déplacer tous en même temps. Le track to qui nous permettra notamment sur la caméra de lui faire suivre une cible du regard, évitant ainsi d'avoir à gérer les rotations de notre caméra dans nos enregistrements. Ensuite, on retrouvera ici le menu des matériels qui permettra de venir déposer des matériels et des textures sur nos objets. Ça permettra également de gérer le métallisme, la transparence, la luminosité, etc., etc. Pour finir, nous avons la timeline, ici en bas. Celle-ci permet de gérer le temps d'animation. On a un curseur qui permet de se déplacer pour aller d'un endroit à un autre de l'animation. On pourra ici gérer la frame de départ de notre animation et la frame de fin. Il existe plusieurs types de timeline disponibles en fonction des besoins. Pour créer une animation, on pourra par exemple faire se déplacer un objet, on le placera dans la scène, on lui fera une keyframe, on le placera plus loin et on lui en fera une deuxième. On peut faire de même sur une lumière par exemple, pour changer sa puissance et sa couleur. Et ainsi, on pourra voir l'animation. On pourra également lancer l'animation à l'aide du bouton play ici en haut de la timeline. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous connaissez l'interface de Blender. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec le début de la série modélisation 3D de décors. Encore merci et à la semaine prochaine.